Maintenant que l'annonce de la titularisation de Sergio Pérez chez Red Bull commence à tellement dater qu'on a l'impression qu'il y est depuis plus longtemps que Raikkonen est en F1, il est temps pour moi d'y consacrer un moment de réflexion aussi profond que le taux d'échec de Mercedes lors de ses 7 dernières saisons. Je fais des vidéos sur YouTube, je suis pas Socrate mon pote. Je n'ai jamais caché ma confiance dans le Mexicain et l'avoir vu enfin gagner une course pour ensuite signer dans une écurie de pointe a piqué ma curiosité. Je sais que malgré sa bonne réputation, Checo ne fait cependant pas l'unanimité pour un certain nombre de facteurs relativement pertinents. Depuis 2011, il n'a jamais roulé dans une équipe qui a fait mieux que 3e au championnat, et c'était l'année dernière, donc il n'a pas vraiment pu se prouver dans un top team. Et ceux qui pensent qu'en 2013 McLaren était un top team, je vous sanctionne de 3 visionnages de la saison 2013 plus 3 Grands Prix au Paul Ricard. Vous l'avez cherché. Mais aussi, il faut admettre qu'il ne s'est pas fait de faveur avec son comportement en piste, parfois trop à la limite. On se rappellera de sa défense contre Gasly à Spa l'an dernier, ou de ses disputes conjugales avec Esteban Ocon, et surtout, cette horrible collision à Singapour avec Sergei Sirotkin. Ouais, fais gaffe avec les inserts au montage. Suite au départ de Ricciardo fin 2018, Red Bull semble souffrir d'un problème dans la voiture qu'il occupait et qui n'a connu depuis que 2 podiums avec les 2 troisièmes places de Alex Albon en 2020 contre 19 podiums pour l'autre Red Bull de Max Hou. Et pour la première fois depuis 2007, l'équipe autrichienne a placé sa confiance en un pilote qui n'est pas issu du programme junior en recrutant Pérez, et la dernière fois il s'agissait de l'Australien Mark Webber. Savoir si ça révèle quelque chose ou non sur le programme Red Bull est une question pour un autre jour. Ça révèle rien du tout. Même si vous êtes parmi les plus récents fans du sport, Webber est un nom que vous avez peut-être dû entendre flotter dernièrement, tant de nombreuses voix tirent un parallèle entre Pérez et lui. Le fameux « pas mal pour un numéro 2 » de Red Bull sous l'ère de domination de Vettel était trop loin sur la piste pour créer une guerre civile comme c'était le cas entre Rosberg et Hamilton, quoique c'était pas la joie entre eux non plus, tout en étant assez compétitif pour représenter une réelle menace pour ses rivaux et pour Vettel lui-même qui savait que s'il relâchait son attention, l'Australien n'allait pas lui faire de cadeau. Reste donc à savoir si Pérez sera capable de suivre le petit Max d'assez près et de permettre à Red Bull de pouvoir lutter équitablement contre un adversaire qui semble imbattable et qui sait venir jouer un rôle dans la lutte constructeur. On a le droit de rêver. Si je trouve l'analogie intéressante sur le papier, je pense qu'il y a un contexte bien différent entre la situation de Webber et celle de Pérez. Lorsque Webber rejoignait Red Bull en 2007, c'était un pilote qui avait la réputation d'occasionnellement tirer quelques prouesses de ses voitures, de milieu, voire fond de peloton, et qui n'avait jamais vraiment eu sa chance dans un top team, et qui arrivait pour remplacer un junior Red Bull qui semblait trop brouillon et qui n'apportait rien d'essentiel au résultat de l'équipe. Ouais, en fait, on dirait que j'ai décrit Pérez, mais laisse-moi finir. Webber rejoignait alors une écurie naissante qui comptait à son bord un vieux David Coulthard et qui se battait pour finir dans le top 5 du championnat constructeur bien loin des podiums. Là où Pérez rejoint une équipe établie qui a prouvé savoir gagner des courses et des titres aux côtés d'un pilote qui, pour beaucoup, incarne l'avenir de la Formule 1 et semble tout juste commencer à atteindre son meilleur niveau, le tout dans une voiture qui semble avoir des propriétés démoniaques capables d'apporter la bonne fortune à ceux qui la quittent. Enfin, à un pilote sur 2 du moins. Pérez sera-t-il capable de chatouiller Verstappen suffisamment pour que s'il a un coup de mou, il encourt le risque de se faire multi-21 ou 11-33 du coup. Sa présence dans l'équipe sera-t-elle suffisante pour interdire Mercedes de faire la moindre erreur stratégique sous peine de perdre une place sur le podium, voire la victoire ? Répondre à cette question relève de la divination tant il y a d'inconnus autour de la situation de Red Bull. Gasly et Albon n'avaient, sur le papier, aucune raison de souffrir autant qu'ils ont souffert, et chacun, en plus, pour des raisons qui étaient différentes l'un de l'autre. Contrairement à ce que pourraient le laisser penser les nouvelles cartes à jouer Formule 1, les pilotes ne sont pas un amas de données prédéfinies, mais plutôt des variables assez difficiles à déterminer et dont les performances dépendront de leurs compétences et aussi de leur environnement et de ce qu'ils auront entre les mains à piloter. On en a justement eu la démonstration avec Gasly l'an dernier, qui dans la Red Bull était incapable de conserver ses gommes et d'attaquer des voitures plus lentes, et qui dans l'AlphaTauri s'est illustré par ses manœuvres en piste et des stratégies pneumatiques parfois audacieuses et réussies.
Alors j'allais m'arrêter là, mais vu qu'il faut que la vidéo dure un certain temps avant que je puisse placer un maximum de publicité pour assouvir ma soif de poudre blanche colombienne, je vais continuer à parler pour rien dire et tâcher de mettre en avant les pour et les contre. Parmi les points qui pourraient faire que ça marche, eh bien il y a déjà cette fameuse expérience de la F1 qu'on ne cesse de rabâcher. Alors comment cela va se traduire sur la piste ? Bah déjà certainement pas en le faisant aller plus vite, mais plutôt par une meilleure capacité davantage à s'adapter au comportement d'une voiture qui ne lui sied guère, car on peut admettre qu'un pilote en difficulté dans une voiture du haut du peloton peut perdre 2 à 3 dixièmes sur son coéquipier, mais un écart moyen de plus de 6 dixièmes au tour ne reflète peut-être pas qu'un problème avec la monoplace. On considère donc qu'avec une plus grande connaissance de la F1 et une plus grande adaptabilité, un pilote comme Pérez pourrait réduire cet écart. Aussi, cette expérience et cette popularité qu'il a déjà acquis pourraient lui donner plus de légitimité au sein de l'équipe, et il sera peut-être plus écouté qu'un débutant lorsqu'il demandera des changements sur sa voiture pour s'adapter. On aime s'imaginer Red Bull comme une tyrannie, peut-être à raison, mais Red Bull ne pourra pas non plus se permettre de lui tourner le dos. Ils ont besoin des deux voitures pour aller taquiner de la Mercedes, et surtout, ils ne peuvent pas se permettre que Pérez souffre autant que Gasly et Albon. Parce que des néophytes échouent, c'est une chose qu'on peut justifier sur la pression, le manque d'expérience, dans une voiture prétendument très particulière, mais si un pilote qui doit contrebalancer les dites difficultés et justifier donc une entorse au fonctionnement de Red Bull, s'il finit lui aussi par échouer de la même manière, ça démontrera un réel problème auquel Red Bull devra faire face dans les médias, et croyez-moi, ils en ont aucune envie. Aussi, une des forces de Checo, c'était sa préparation pour les réglages de course, un domaine dans lequel, aussi bien que Gasly et Albon souffraient. Ça reste évidemment hypothétique, mais c'est un point que j'estime assez pertinent pour le soulever. Et enfin, pour le contre, pourquoi cela ne pourrait pas marcher, je vois déjà un petit peu moins de raisons. Alors évidemment, le facteur de la voiture en elle-même pourrait être conséquent, mais je viens juste de soulever le pourquoi je pense que Red Bull va tâcher de faire en sorte à ce que ce ne soit pas un problème. Mais en réalité, si je crains pour Checo, ce serait plus du côté un petit peu mental. Non pas qu'il soit quelqu'un d'instable, mais plus dans le sens où ce ne serait pas la première fois qu'il cède sous tant de pression. J'ai mentionné la rivalité avec Ocon qui l'avait affecté, et cette lutte pour conserver son baquet fin 2018, qui avait fait sortir en lui quelques mauvais coups, comme justement à Singapour, mais aussi on peut mentionner son passage chez McLaren en 2013. Pour autant, je trouve qu'on a tendance à surdramatiser cette saison, mais je ne cherche pas non plus à atténuer la réalité. En arrivant chez McLaren, Pérez arrivait dans une équipe qui avait gagné des courses en 2012, et qui aurait même pu prétendre à un titre si la voiture était capable de compléter plus de 80% d'une course, et sans la pléthore d'erreurs au stand aussi. Cependant, 2013, c'était une saison vraiment compliquée pour McLaren, et il suffit de se référer à la seule constante de l'équipe en la personne de Jenson Button. Avec 3 succès en 2012, Button est encore à ce jour le dernier pilote à avoir gagné une course pour McLaren, et il est monté sur aucun podium en 2013. Et son seul et dernier podium en 2014 est venu suite à la disqualification de Ricciardo en Australie. En gros, Pérez est arrivé chez McLaren au pire moment possible. Il s'était fait nombre de détracteurs avec justement de nombreux clashs en piste, et justement certains avec Button, un pilote pourtant réputé pour son fair-play en piste. Cependant, au fil de la saison, on a clairement pu voir Checo s'agir et commencer à jouer dans la même cour que Button, un champion du monde, je le rappelle, et un pilote qui a su donner quelques cheveux blancs à Hamilton et Alonso en tant qu'équipier, et j'ai une petite pensée pour Sébastien Vettel qui doit regretter de ne pas l'avoir eu comme coéquipier, puisque je pense qu'il aurait préféré attraper des cheveux blancs à cause de Button que de les perdre à cause de Ferrari. Pardon pour la digression. Mais tout ça pour dire que je pense que ça peut nous en révéler un petit peu sur le potentiel de Checo, mais encore une fois, ça dépendra du contexte et de sa capacité à s'adapter à cette situation et à cette pression. Et c'est justement le dernier point que je veux aborder, c'est celui du contexte. En 2021, Red Bull sera dans une année très compliquée, puisqu'ils vont devoir commencer à préparer 2022 du point de vue technique, comme tout le monde, pour la nouvelle réglementation, mais aussi au moteur, suite au départ de Honda. Youhou! Je suis sûr qu'en signant avec Honda l'année dernière, ils se disaient que ça allait résoudre plein de problèmes. Perdu.
Donc tout ce contexte pourrait résulter dans une saison compliquée en interne pour Red Bull et qui pourrait se refléter d'une manière ou d'une autre sur Sergio de son côté. Mais la situation de Red Bull et de leur moteur pour l'année prochaine est encore dans une phase assez sombre de son développement, et c'est pourquoi je pense que ça pourrait tout aussi bien être un problème en interne qu'au final être quelque chose qui sera résolu dans 2 semaines. Mais encore une fois, c'est juste un PNJ qui connaît rien et qui donne son avis sur YouTube pendant beaucoup trop longtemps qui dit ça, donc je m'en arrête là et vous remercie de votre écoute et de m'avoir considéré en tant que tel pour arriver sur la fin, comprendra qui pourra, et on aura l'occasion d'en reparler aussi bien dans les commentaires que sur le serveur Discord, que dans de futures sorties, et d'ici là, on ne peut souhaiter que le meilleur à Checo. Et puisque j'y pense, et qu'on parle de ce qui pourrait se passer dans le futur, je vous donne rendez-vous ce samedi 30 janvier à 21h, heure française, pour se moquer des prédictions qu'on a fait sur la saison 2020, l'année dernière, avec notamment le circuit, team de Formula et Formule X. Donc voilà, vous avez l'info, faites-en ce que vous voulez. Bisous.